La salle des bals scintillait, une mer de diamants et d'arrogance, et Mark Stafford était le roi de son petit monde parfait. Sa nouvelle épouse, Chloé, était un trophée à son bras, et son succès semblait inévitable. Il rit, pensant à la femme qu'il avait laissée derrière lui, son ex-femme simple et sans ambition. Il l'imaginait coupant des coupons dans un minuscule appartement, mais la musique s'arrêta. La sécurité, stricte et imposante, commença à ouvrir un chemin à travers la foule. Mark était agacé, repoussé comme un moins que rien, jusqu'à ce qu'il voie pour qui il faisait une place. La femme qui sortit de la Rolls-Royce n'était pas seulement son ex-femme. Elle était une reine. Le grand bal de charité à la New York Public Library n'était pas qu'un événement. C'était une déclaration. C'était un lieu où l'ancienne richesse se mêlait avec réticence à la nouvelle et où des hommes comme Mark Stafford pouvaient mesurer leur ascension. Ce soir, Mark sentait qu'il était enfin arrivé. Il ajusta les revers de soie de son smoking Tom Ford, un sourire suffisant aux lèvres. À ses côtés, sa femme Chloé était une vision dans une robe Vera Wang scintillante et dos nu qui avait coûté plus que son salaire de première année. Ses diamants, un cadeau récent de sa part, captaient la lumière des immenses lustres, projetant des arcs sans ciel fragmentés sur sa peau. « Chérie !» ronronna Chloé en enlaçant son bras. Robert Jennings nous fait signe. Sa firme vient de décrocher la nouvelle introduction en bourse technologique. Mark hocha la tête, son regard balayant la pièce. Bien sûr, ne le faisons pas attendre. Mark Stafford était un homme sculpté par l'ambition. Il était vice-président senior dans une firme de capital investissement de niveau intermédiaire, un poste qu'il avait obtenu non seulement grâce à son propre réseautage impitoyable, mais aussi en épousant Chloé. Son père, Michael Reed, était un dictateur, un homme dont le nom ouvrait des portes que Mark n'avait autrefois qu'aperçues par des serrures. Ce soir, Mark n'était pas seulement Mark Stafford, il était le gendre, l'élu, l'homme qui avait réussi à progresser. Alors qu'il traversait la foule, Mark accepta les compliments avec une aisance rodée. « Mark, trimestre fantastique », claironna un homme. « Claude, vous êtes divine », murmura un autre. Il aimait ça. Il aimait l'odeur du parfum cher, le tintement des coupes de champagne, le bourdonnement silencieux et désespéré du réseautage. Sa nouvelle vie était parfaite. Elle était solide, chère et brillante. C'était tout ce que son ancienne vie n'était pas. Son ancienne vie. La pensée remonta comme un mauvais goût. Son ancienne vie avait un nom. Sophia. Il s'autorisa une pensée brève et dismissive de son ex-femme. Sophia Hayes. Simple, tranquille, brillante d'une manière livresque. Sophia, la femme qui avait relu sa thèse de MBA. La femme qui avait géré leur petit budget pour qu'ils puissent s'offrir les bons costumes pour ses entretiens. La femme qui finalement n'avait pas suffi. Il le lui avait dit il y a 2 ans dans le salon beige de leur appartement loué. « Je vais de l'avant », lui avait-il dit avec des mots cliniquement cruels. « Cela ne nous convient pas. Ce n'est juste pas assez ambitieux. J'ai besoin de plus. Tu es confortable. » Confortable, avait-elle répété, sa voix creuse. Tu es heureuse avec des coupons et des tableurs. Moi, je veux ça. Il désigna vaguement la vie qu'il avait maintenant. Il l'avait quittée, et grâce à un contrat de mariage qu'il avait exigé lorsque son premier gros bonus était tombé, elle s'était retrouvée avec très peu. Il avait entendu dire par le bouche à oreille qu'elle occupait un poste subalterne de saisie de données et vivait dans un minuscule studio dans le Queens. Cette pensée apportait une ponctuation sombre et satisfaisante à son propre succès. Il était ici. Elle était là. L'ordre naturel des choses. « Mark, chérie, tu écoutes? » La voix de Chloé le ramena à la réalité. « J'ai dit que Robert parlait de la fusion. »« Absolument, chérie. » Il se reconcentra, son sourire corporatif se remettant en place. Il était en train de baragouiner avec Robert Jennings, riant d'une blague qui n'était pas drôle, quand l'atmosphère dans la pièce changea soudainement. Ce n'était pas un bruit fort. C'était un changement de pression.
Le murmure des conversations près de la grande entrée en marbre se tut. Puis une ligne d'hommes en costume sombre, impeccablement taillés et avec des oreillettes discrètes, entra dans la pièce. Ce n'était pas la sécurité du lieu. C'était privé. Il se déplaçait avec une efficacité silencieuse et imposante, créant un large chemin dégagé de la porte vers le podium principal. « Qu'est-ce que c'est que ça? » murmura Chloé agacée. « Il bloque le chemin vers le bord. » Mark fronça les sourcils. Quelques invités de Mark, y compris le père de Chloé, furent priés de s'écarter. « Veuillez vous écarter, monsieur. Madame, veuillez les libérer le page. » Le ton était poli mais non négociable. Mark sentit un éclair d'indignation. Lui et Chloé furent également repoussés par un homme à la mâchoire sculptée dans le granit. « Qui diable pensent-ils être? » marmonna Mark en rajustant sa cravate. « Ce doit être un politicien. »« Quelle corvée !» souffla Chloé. La pièce était maintenant divisée en deux par ce mur invisible de sécurité. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. La musique, un quatuor à cordes en direct, hésita un instant. Une Rolls-Royce Cullinan noire s'était arrêtée à l'extérieur, son moteur dans un murmure. Un chauffeur s'empressa d'ouvrir la porte arrière. La première personne à émerger fut un homme dont la présence aspirait l'air de la pièce. Mark le reconnut instantanément. Tout le monde le fit. Marcus Harrison, le milliardaire de la technologie, reclus et légendaire. Harrison n'avait pas été vu à un événement public depuis 5 ans. C'était la baleine blanche des investisseurs, un homme qui construisait et démantelait des industries entières depuis son île privée. Un soupir collectif traversa le gala. La main de Chloé se serra sur le bras de Mark. « Oh mon Dieu, souffla-t-elle, c'est lui. Père essaie d'obtenir un rendez-vous depuis 1 an. » Le cœur de Mark battit la chamade. C'était une opportunité. Si seulement il pouvait dire un mot. Marcus Harrison se tenait près de la portière ouverte de la voiture, mais il ne bougeait pas. Il se retourna, son expression inhabituellement douce, et offrit sa main à la passagère toujours à l'intérieur. Un talon haut noir, simple et d'une élégance mortelle, se posa sur le trottoir. Puis une jambe disparaissant dans les lignes épurées d'une robe Armani bleu saphir. La robe n'était pas ostentatoire. Elle était structurale, puissante et absolument raffinée. La femme qui émergea n'était pas belle de la même manière que Chloé était belle. Chloé était une décoration. Cette femme était une déclaration. Ses cheveux foncés étaient tirés en arrière dans une coiffure sévère, élégante et brillante, révélant de simples clous de diamants. Son maquillage était minimal, sa posture était parfaite et son regard était ferme. Elle prit la main de Marcus Harrison et la coupe de champagne de Mark Stafford glissa de ses doigts, se brisant sur le sol de marbre. Le son fut étonnamment fort dans ce silence soudain. Mais Mark ne remarqua rien, il ne pouvait plus respirer. Chloé, inconsciente, murmura « Qui est-ce? Est-ce sa femme? Je ne l'ai jamais vue avant. Elle est si simple. » La voix de Mark était un croassement sec. Tout son monde parfait et brillant venait de se fissurer en plein milieu. « C'est, » murmura-t-il, son sang se glaçant, « c'est Sophia. Il y a 2 ans, l'odeur de café éventé et de toner bon marché. Sophia Hayes fixait la pile de factures sur son bureau en aggloméré. En retard, dernier avis. Toutes lui étaient adressées. Mark, dans son extraction chirurgicale de leur mariage, avait été méticuleux. La voiture était louée à son nom. Le condo était à son nom. Les comptes joints avaient été systématiquement vidés pour payer des dettes communes qu'elle ignorait même, provenant principalement de son nouveau style de vie coûteux. Il l'avait laissé avec ses économies personnelles, 24 par an, et une pile de formulaires fiscaux pour le travail de consultation qu'elle avait fait pour le soutenir, dont elle était maintenant redevable. Elle avait 34 ans, un master en mathématiques financières, et qu'elle postulait pour des emplois de saisie de données payés 18 $ de l'heure. La rupture elle-même avait été un chef-d'œuvre de cruauté psychologique. Ce n'était pas une dispute,
C'était une performance. Mark l'avait assise, non pas sur leur vieux canapé usé, mais sur une chaise de salle à manger dure qu'il avait tirée au milieu de la pièce, comme s'il s'agissait d'un interrogatoire. Sophia, je vais être direct parce que je te respecte. Il avait commencé un mensonge si flagrant qu'il blessait plus que la vérité. Cela ne fonctionne pas. Elle s'était préparée, elle l'avait vu venir. Les nuits tardives, l'odeur du parfum, son 33 de Chloé sur ses costumes. La façon dont il avait commencé à la regarder, non pas avec haine, mais avec quelque chose de pire, de la pitié. « Tu ne grandis pas », avait-il continué en faisant les 100 pas. « Je suis sur une fusée, Sophia. Je me dirige vers la stratosphère. Et toi, tu es équilibré. Tu es confortable. » Ce mot encore, confortable, c'était le mot qu'il utilisait pour sa loyauté à l'ancienne, pour son refus de jouer au jeu d'entreprise, pour sa conviction que leur partenariat était plus qu'une simple carrière. « J'ai construit ta carrière, Mark », avait-elle dit, sa voix tremblante. « Les algorithmes que tu as utilisés dans ta présentation à KKR, c'étaient les miens. Le modèle financier qui t'a valu ta promotion, je l'ai écrit pendant notre lune de miel pendant que tu faisais de la plongée sous-marine. » Il avait eu l'audace de paraître blessé. « Ne sois pas mesquine, Sophia. Nous étions une équipe, mais les équipes changent. La Ligue s'agrandit. Toi, tu n'as pas l'instinct de tueur. Le père de Chloé, M. Reid, il voit mon potentiel. Il veut le nourrir. Chloé voit ton potentiel, tu veux dire. » Mark avait soupiré, un son de profonde déception. « Tu vois, c'est de ça dont je parle. Cette petitesse. Tu penses à la tromperie. Moi, je pense à l'héritage. » Il lui avait dit qu'il déménageait. Il lui avait dit que son avocat la contacterait. Il lui avait dit de ne pas en faire un désordre. « Je te donne une rupture nette, Sophia, » avait-il dit, debout près de la porte, ressemblant déjà à un étranger dans son costume cher. « C'est une chance pour toi de, je ne sais pas, trouver quelqu'un à ton niveau, retourner à l'école, quoi que ce soit que vous fassiez, vous les gens. » La porte s'était refermée. Elle n'avait pas pleuré. Pas alors. Elle était restée assise sur la chaise dure pendant 3 heures. Le silence du condo beige la pressait. La vie qu'elle avait patiemment, amoureusement construite, la carrière qu'elle avait sacrifiée pour la sienne, avait été emballée et emportée comme des meubles loués. Il ne l'avait pas seulement quittée, il l'avait effacée. Pendant 6 mois, elle a sombré. Les refus des banques d'investissement étaient polis mais fermes. Bien que votre formation académique soit impressionnante, Madame Hayes, un vide de 2 ans combiné à votre rôle précédent à, eh bien, nulle part, vous rend difficile à intégrer dans notre environnement rapide. Elle était trop vieille pour être analyste, trop inexpérimentée pour être vice-présidente. Elle était piégée dans le purgatoire professionnel qu'il avait conçu pour elle. Elle a finalement pris le poste de saisie de données. C'était humiliant. Les néons bourdonnaient. Le café éventé était gratuit. Elle était assise dans une ferme de bureau, entrant des chiffres. Son esprit brillant criait. Une nuit, sirotant de la vodka bon marché dans une tasse à café dans son minuscule studio du Queens, elle faisait défiler LinkedIn. Elle a vu la promotion de Mark. Une photo de lui et Chloé rayonnant à un événement financier top 30 des moins de 30 ans. Son post était plein de platitudes. Incroyablement honoré, extrêmement béni. Un immense merci à mon équipe et à mon mentor, Michael Reid. Sophia a fixé l'écran. Le brouillard de sa dépression, l'engourdissement gris, s'est soudainement dissipé. Il a été remplacé par quelque chose de blanc et brûlant. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était du carburant. « Ballast !» a-t-elle murmuré dans la pièce vide. « Je te montrerai le ballast. » Elle a éteint la télévision. Elle s'est déconnectée de LinkedIn. Elle a ouvert l'ordinateur portable qu'elle avait acheté avec son premier salaire de saisie de données. Elle a sorti un manuel poussiéreux d'une boîte, processus stochastique et futur financière. Elle n'allait plus postuler à des emplois. Elle allait en créer un.
Elle s'est souvenue de l'algorithme qu'elle avait écrit pour Mark, celui qu'il avait revendiqué comme sien. C'était bon, mais c'était basique. C'était un jouet. Au cours des 2 années suivantes, elle avait eu des idées, de grandes idées. Des idées sur la modélisation prédictive pour le trading à haute fréquence, sur l'identification du risque systémique avant qu'il ne se propage en cascade. Elle travaillait de 19 heures à 3 heures du matin chaque nuit. Son travail de saisie de données payait son loyer et ses serveurs. Elle mangeait des ramen et buvait du café noir. Elle ne sortait pas. Elle ne voyait pas d'amis. Elle codait. Elle testait les données. Elle a construit un modèle. Après 3 mois, il était fonctionnel. Après 6, il était brillant. Il pouvait analyser les bavardages du marché mondial, les dépôts réglementaires et les systèmes bancaires parallèles pour prédire avec une précision de 94% un événement de choc de marché 2 semaines avant qu'il ne se produise. Elle l'a appelé Cassandra. Elle ne l'a pas envoyé à une banque. Elle ne l'a pas mis sur son CV. Elle a regroupé ses découvertes. Un livre blanc concis de 20 pages montrant comment son modèle aurait prédit les 3 derniers cracks éclairs, et elle l'a envoyé à une seule personne. Elle l'a envoyé à l'email privé crypté de Marcus Harrison, le seul homme au monde qui comprendrait, le seul homme qui voyait la finance non pas comme un jeu de golf, mais comme une guerre d'information. Elle ne s'attendait pas à une réponse. Elle est allée à son bureau le lendemain, les yeux brûlants, et elle a entré ses chiffres. 2 jours plus tard, à 11h04, son téléphone jetable sonna. C'était un numéro non répertorié. Madame Hayes. La voix était calme, rauque et inimitable. Marcus Harrison. Votre mathématique est élégante. Mon jet atterrit à Teterboro dans 90 minutes. Soyez dit. La ligne raccrocha. Sophia fixa le néon bourdonnant au-dessus de son bureau. Elle se déconnecta de son terminal. Elle prit son manteau bon marché. Elle ne dit pas le revoir à son responsable. Elle sortit du bâtiment et ne regarda jamais en arrière. Le tarmac de Teterboro était balayé par le vent et gris. Un Gulfstream J650 attendait, ses moteurs ronronnant doucement et puissamment. Sophia, serrant son sac d'ordinateur portable, était la seule passagère. L'hôtesse de l'air, qui ressemblait davantage à une diplomate chevronnée, lui offrit du champagne. Sophia demanda de l'eau et un bloc-notes légal. Au moment où elle atterrit aux Bahamas, où Harrison maintenait son centre d'innovation privée, une équipe l'attendait. Ce n'étaient pas des banquiers, c'étaient des camps, des data scientists et 2 anciens cryptographes de la NSA. Marcus Harrison la rencontra dans un simple bureau au mur de verre surplombant l'océan. Il portait une chemise en lin et un short, ressemblant plus à un retraité décontracté qu'à un homme capable d'acheter des pays. « Cassandra, dit-il, tapotant son livre blanc sur son bureau, c'est prédictif, c'est propre, mais c'est réactif. Je ne veux pas prédire le crack, Madame Hayes. Je veux être celui qui le provoque ou celui qui le prévient. Pouvez-vous faire ça? » Sophia, fonctionnant avec 3 heures de sommeil et de l'adrénaline pure, ne broncha pas. Oui, mais j'ai besoin d'accéder aux données de compensation du commerce mondial en temps réel, pas au flux retardé de 24 heures. J'ai besoin du flux brut de SWIFT, du DTCC et des principales bourses. Harrison sourit. C'était un sourire froid et appréciatif. J'ai ça. Pendant les 18 mois suivants, Sophia n'était pas une personne. Elle était un esprit. Elle a été forgée. Harrison lui a donné des ressources illimitées, un budget de carte noire et une équipe de 20 génies. C'était un mentor brutal et brillant. Il a démonté ses hypothèses, l'a poussé à penser plus grand et lui a enseigné le langage du vrai pouvoir. « La loyauté est une monnaie, Sophia, » lui a-t-il dit un soir autour d'une partie d'échecs. « Ne la dépense pas pour des gens en faillite. » Il lui a appris le levier, comment le vrai argent n'était pas dans les actions. Il était dans la dette, dans la logistique, dans les faiblesses structurelles des entreprises surendettées. Elle a appris, elle a absorbé. Elle a reconstruit Cassandra de fond en comble. Ce n'était plus seulement un modèle prédictif. C'était une radiographie de l'économie mondiale.
Il pouvait voir les fissures de contraintes dans les fondations d'une entreprise, les dettes gâchées, les dépendances exécutives, les risques politiques. C'était une arme. Il y a 6 mois, elle a présenté sa première grande découverte. Harrison Global Ventures, avait-elle dit, s'adressant au conseil d'administration depuis leur bureau de Londres où elle était maintenant basée. Nous nous sommes concentrés sur l'acquisition de technologies. Nous avons tort. La vraie opportunité est dans la logistique et le capital investissement de niveau intermédiaire qui la finance. Plus précisément, les entreprises très exposées aux réglementations portuaires européennes. Elle a mis un nom à l'écran, Reed Capital Partners. Reed Capital, a-t-elle expliqué, semble robuste. Elle est dirigée par Michael Reed. Elle a une solide réputation, mais Cassandra montre qu'elle est dangereusement surendettée. 90% de son portefeuille est lié à des entreprises de transport maritime qui dépendent d'une seule route commerciale, une route qui est sur le point d'être politiquement déstabilisée. De plus, l'ensemble de leur direction exécutive est un piège de népotisme. Elle a cliqué sur la diapositive suivante, une photo de Mark Stafford souriant d'un blog financier. C'est Mark Stafford, le directeur de l'exploitation. Il est également le gendre du fondateur. Ses stratégies de gestion des risques sont inexistantes. Il a maquillé les comptes, non pas illégalement, mais de manière contraire à l'éthique, en réorganisant les actifs pour masquer la faiblesse fondamentale du portefeuille. Reed Capital est un château de cartes. Lorsque cette route commerciale sera renégociée dans 3 mois, ils ne trébucheront pas seulement, ils imploseront. Le conseil d'administration était silencieux. Alors, nous les vendons à découvert, demanda un VP. Non, dit Sophia, sa voix perçant la pièce. La vente à découvert est compliquée. C'est un pari. Nous les acquérons. Ou plus précisément, nous acquérons leurs dettes. En ce moment, elle est toujours notée A+. Nous l'achetons pour des clopinettes par le biais de sociétés écrans. Quand ils feront défaut, nous ne prendrons pas seulement leurs actifs. Nous prendrons l'entreprise. Nous prendrons leur siège au conseil d'administration. Nous prendrons tout. Marcus Harrison l'avait regardé, son expression indéchiffrable. Quand elle eut fini, il dit simplement « Exécuter ». Sophia passa les 3 mois suivants à orchestrer l'acquisition la plus complexe, hostile et silencieuse de l'histoire moderne. Elle acheta la dette de Reed Capital auprès de dizaines de détenteurs différents, masquant les achats afin que les alarmes de Reed ne se déclenchent jamais. Il y a 2 semaines, l'accord commercial s'était effondré, exactement comme Cassandra l'avait prédit. Les portefeuilles de Reed Capital étaient tombés en chute libre. Les appels de marge avaient commencé. Hier, Michael Reed s'était réveillé pour découvrir que son principal créancier, une mystérieuse société de portefeuille basée aux îles Caïmans, réclamait l'intégralité de sa dette de 9 milliards de dollars, une dette qu'il ne pouvait pas payer. La société de portefeuille, à son tour, offrit une solution, une acquisition complète. Cette société de portefeuille était bien sûr Harrison Global Ventures. L'acquisition fut finalisée cet après-midi. Le gala de ce soir était, par coïncidence, l'endroit idéal pour l'annoncer. Le conseil d'administration de l'association caritative était rempli d'alliés de Reed. Harrison avait insisté pour que Sophia l'accompagne. « Vous avez construit l'arme, Madame Hayes. Vous devriez être là pour l'avoir tirée. » Elle avait hésité. « Je ne sais pas, Marcus, ça semble mesquin. » Il avait répondu. Non, c'est une clôture. Vous n'y allez pas en tant qu'ex-femme de Mark. Vous y allez en tant que nouvelle PDG des opérations européennes d'Harrison. Le poste est votre récompense pour cela. Alors elle avait accepté. Elle avait mis la robe Armani que l'acheteur personnel d'Harrison lui avait envoyée. Elle s'était regardée dans le miroir. La femme qu'elle voyait n'était pas la Sophia confortable. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de forgé. Quelqu'un qui comprenait le ballast. Elle avait réalisé avec une certitude froide et claire que le ballast n'était pas ce qui retenait la fusée.
C'était ce qui lui donnait de la stabilité avant son lancement. Mark avait juste lâché prise trop tôt. Au moment où Sophia posa le pied sur le sol de marbre de la salle de bal, le silence qui était tombé s'étira, devenant mince et tendu. C'était un silence né d'un choc pur et absolu. Marcus Harrison, le faiseur de rois, était arrivé et il avait amené avec lui une reine inconnue. Sophia marchait avec un calme que Mark n'avait jamais vu. Ses pas étaient mesurés. Son regard ne se portait pas nerveusement autour d'elle, s'imprégnant du glamour. Il était dirigé, concentré, et d'un calme absolu, terrifiant. Elle n'était pas accablée par la pièce. La pièce était accablée par elle. Mark resta figé, les morceaux brisés de sa coupe de champagne à ses pieds. Un serveur se précipita pour nettoyer, mais Mark ne remarqua rien. « Sophia » souffla-t-il. Le nom semblait étranger dans sa bouche. « Mark, qui est-elle » insista Chloé, sa voix maintenant aiguë d'irritation. Elle lui tira le bras. « Tu la connais? Comment la connais-tu? C'est une de tes anciennes assistantes. » L'insulte qui aurait autrefois amusé Mark lui serra maintenant l'estomac. Sophia et Marcus Harrison étaient maintenant en mouvement. La ligne de sécurité bougeait avec eux, une bulle protectrice discrète. Ils ne marchaient pas sur le périmètre, à faire du lèche-botte comme Mark l'avait fait. Ils marchaient directement vers le podium où les organisateurs de l'événement et le maire de New York attendaient. Le maire, un homme avec qui Mark avait essayé de prendre une photo toute la nuit, se précipita pour les saluer. Il serra la main d'Harrison puis se tourna vers Sophia, son expression empreinte d'un profond respect. « Madame Hayes » dit le maire assez fort pour que ceux qui se trouvaient à la proximité l'entendent. « Un plaisir. Votre travail sur le nouveau fonds urbain technologique est révolutionnaire. »« Monsieur le maire » répondit la voix de Sophia. C'était la même voix, le même timbre doux, mais l'hésitation avait disparu. Le ton ascendant d'incertitude qu'elle avait toujours eu était remplacé par une confiance plate et déclarative. « Merci de nous accueillir. Marcus et moi sommes impatients de discuter de la prochaine phase. Madame Hayes, Marcus et moi. » Mark sentit une vague de vertige étourdissant. Ce n'était pas possible. C'était un cauchemar. Peut-être avait-il mangé une mauvaise huître. Chloé, cependant, avait traité la scène et était arrivée à une conclusion différente, plus cynique, ses lèvres peintes se recourbant dans un rictus. « Oh, je vois », murmura-t-elle à Mark, sa voix dégoulinante de venin. « Ta petite ex-femme effacée, elle s'est refaite une beauté, a eu un relooking et a décroché Marcus Harrison. Mon Dieu, c'est une croqueuse de diamants. » Une croqueuse de diamants? Mark saisit l'explication. C'était la seule qui avait du sens. C'était la seule qui maintenait son monde intact. Bien sûr, Sophia, amère et abandonnée, avait utilisé son physique, le peu qu'elle avait, et joué les demoiselles en détresse, attrapant la plus grande baleine de toutes. Elle n'était pas puissante, elle était un parasite, juste à une échelle plus grande. Le soulagement était si profond qu'il faillit y rire. « C'est ça, » murmura-t-il. « Elle est avec lui. Ce n'est que ça. Pathétique, » railla Chloé. « Et il est si vieux. Mais c'est un milliardaire. Je suppose que même un 4 peut devenir un 10 avec ce genre d'argent. Eh bien, ne lui parle surtout pas. C'est humiliant. » Mais Mark ne pouvait pas détourner le regard. Il était obsédé. Il avait besoin de la voir. Il avait besoin de confirmer sa nouvelle théorie. Il avait besoin de la voir faire des courbettes devant Harrison, de voir la femme obséquieuse et dépendante qu'il avait quittée. Il la regarda tandis qu'elle se tenait sur le podium. Elle parlait à un sénateur et au PDG de JP Morgan. Elle ne faisait pas des courbettes, elle les informait. Les hommes se penchaient pour écouter. Harrison se tenait à ses côtés, non pas comme son protecteur, mais comme son partenaire. Il hocha la tête à quelque chose qu'elle disait, un regard de véritable approbation sur son visage. Le monde s'inclina de nouveau. « J'ai besoin d'un verre, marmonna Mark. » Il se sépara de Chloé, se dirigeant vers le bar, son chemin le menant intentionnellement près du podium. Il avait besoin de s'approcher. Il devait entendre.
Alors qu'il approchait d'un garde de sécurité, le même avec la mâchoire de granit, celui-ci posa une main polie et ferme sur sa poitrine. « Je suis désolé, monsieur. Cette zone est réservée. »« Je suis Mark Stafford, » dit-il, sa voix tendue. « Je suis avec Michael Reed. L'expression du garde ne changea pas. « Cette zone est réservée, monsieur Stafford. » Mark était un invité. Il était un vice-président et il était bloqué. Il regarda au-delà du garde. Sophia était à seulement 20 pieds. Elle tourna légèrement la tête, ses yeux balayant la pièce. Pendant une seule seconde à couper le souffle, leurs regards se croisèrent. Mark ne vit aucune reconnaissance, aucune douleur, aucune colère, aucun désir. Elle ne vit pas Mark, son ex-mari, l'homme qui l'avait détruite. Elle vit un homme en smoking debout là où il ne devait pas être, repoussé par la sécurité. Elle maintint son regard pendant une demi-seconde, puis elle le regarda à travers. Ou elle se retourna vers le sénateur et continua sa conversation. Cela, plus que la Rolls-Royce, plus que Harrison, fut le coup qui le brisa. Ce n'était pas qu'elle le haïssait, c'était qu'elle ne le voyait pas du tout. Il avait été relégué du ballast à un simple bruit de fond insignifiant. « Mark », Chloé le sifflait de l'autre bout de la pièce. « Qu'est-ce que tu fais? Tu ressembles à un harceleur. Viens ici. » Il trébucha en arrière, son visage brûlant d'une honte si profonde qu'elle avait un goût d'acide. Sa nuit parfaite, sa femme parfaite, sa vie parfaite. Tout cela semblait être une imitation bon marché, un dessin d'enfant à côté d'un chef-d'œuvre. Il rejoignit sa femme, son sourire maintenant un masque figé et douloureux. « Elle m'a regardé, » murmura-t-il, horrifié. « Bien, » claqua Chloé. « Elle devrait avoir honte de se montrer ici. Maintenant, arrange ta cravate. Mon père arrive. Il a l'air contrarié. » Mark leva les yeux. Michael Reed s'avançait effectivement vers eux, mais il n'était pas contrarié. Il était terrifié. Son visage était pâle. Ses mains tremblaient et il fixait, bouche bée, la femme sur le podium. « Michael, qu'est-ce qui ne va pas? » demanda Mark. « C'est elle, » murmura Michael Reed, sa voix craquant. « Celle des documents d'acquisition. La holding. Hayes, S. Hayes, c'est elle. » Mark ne comprenait pas. « De quoi parlais-tu? Elle n'est pas avec Harrison. » « Mark, Mary, » gémit Michael, sa main serrant l'épaule de Mark si fort que ça faisait mal. « Elle est Harrison. C'est la nouvelle PDG, c'est Stell. Bon Dieu, c'est Stell qui vient d'acheter ma compagnie. » Le sang ne s'est pas seulement retiré du visage de Mark. Il s'est évaporé. Il s'est senti étourdi. Le son du quatuor à cordes s'est soudainement étouffé comme s'il était sous l'eau. « Quoi? Ce n'est pas possible, » bégaya Mark. « Acheter? Michael, nous venons de publier notre meilleur trimestre. Le conseil était ravi. J'ai finalisé les rapports moi-même. Les rapports étaient des mensonges, Mark, » siffla Michael, sa voix un murmure venimeux. Il tira Mark et Chloé dans une alcôve isolée. Ses yeux étaient fous. « Toi et ta comptabilité créative, tu as transféré la dette du portefeuille de transport maritime. Tu ne l'as pas caché. Tu l'as consolidé. Tu en as fait une cible parfaite et unique. Je nous ai stabilisés. Tu nous as rendus faciles à tuer, » s'étrangla Michael, ayant l'air d'aller vomir. « Ils n'ont pas acheté la compagnie, espèce d'idiots. Ils ont acheté la dette, toute la dette. L'appel de marge est venu d'une seule entité ce matin, CG Ventures. Je pensais que c'était un concurrent. C'est une coquille vide pour Harrison Global. Et le signataire de l'exécution finale était S. Hayes. » Chloé, pour la première fois, parut vraiment effrayée. Son maquillage impeccable ne pouvait cacher la panique dans ses yeux. « Père, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que tu dis? Dis-leur d'arrêter. »« Tu ne dis pas à Marcus Harrison d'arrêter, » cracha Michael. « Il ne t'achète pas. Il te vide.
Ils. Oh mon Dieu. L'esprit de Mark s'emballait, essayant de traiter l'impossible. Sophia. Sa Sophia. La femme qui alphabétisait leur étagère à épices. La femme qui pleurait pendant les publicités. Elle ne pouvait pas avoir orchestré un raid d'entreprise de plusieurs milliards de dollars. C'est une erreur, insista Mark, s'accrochant à des chimères. Elle doit être un paravent. Harrison utilise son nom. C'est une blague cruelle. Il l'a trouvée, a découvert que c'était mon ex-femme, et il l'utilise pour m'humilier. Michael Reed le fixa avec des yeux morts et creux. Tu es vraiment si stupide, n'est-ce pas? Il ne l'utilise pas. Il l'a promu. Regarde-elle. Les trois regardèrent depuis l'alcôve. La présentation principale de la soirée commençait. Marcus Harrison était monté sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Merci, dit Harrison, sa voix calme et puissante. C'est merveilleux d'être de retour à New York. Je ne suis pas habituellement un adepte des fêtes, mais ce soir est une occasion spéciale. Harrison Global vient de finaliser une acquisition majeure, une qui nous positionne pour révolutionner l'industrie mondiale du transport maritime et de la logistique. C'est une opération orchestrée par un esprit que je ne peux décrire que comme l'un des plus brillants que j'ai jamais rencontrés. Mark sentit tout son corps se raidir. « Mesdames et messieurs, poursuivit Harrison, c'est mon profond privilège de vous présenter l'avenir de mon entreprise, la nouvelle PDG de la division européenne de Harrison Global Ventures, Madame Sophia Hayes. » Sophia s'approcha du microphone. Les applaudissements furent retentissants. Elle ne sourit pas au début. Elle se tint simplement là, possédant le silence qui suivit. « Merci, Marcus, » dit-elle. Sa voix amplifiée remplit chaque recoin de la vaste bibliothèque. « Merci, Monsieur le maire, membre du conseil. Ce que Marcus appelle du génie est tout simplement un engagement à voir ce qui est vraiment là. Pendant trop longtemps, le monde financier a récompensé la bravade plutôt que la stabilité. Il a permis aux entreprises de bâtir des empires sur des fondations de sable, misant leur avenir sur des paris risqués et népotiques, tout en cachant leurs actifs toxiques derrière des formalités complexes. Chaque mot était un couteau parfaitement aiguisé ou directement dirigé vers Mark et Michael. « Notre acquisition de Reed Capital Partners, dit-elle, sa voix tombant dans un froid clinique, est le premier pas dans une nouvelle direction. Nous allons restructurer l'entreprise de fond en comble. Nous éliminerons les redondances, nous nettoierons la pourriture et nous restaurerons la valeur d'un portefeuille qui a été géré de manière créative et inappropriée. » Un murmure de choc se répandit dans la pièce. Elle venait d'annoncer l'OPA hostile. Elle venait de qualifier la société de Michael Reed de pourriture. Chloé fit un petit bruit étranglé. Elle ne peut pas faire ça. Elle vient de le faire, murmura Ellie. Ah, comment que son téléphone vibrait, un bourdonnement incessant et frénétique dans sa poche. Il le sortit. L'écran était une cascade d'SMS paniqués de ses membres du conseil. « Mark, » dit Michael, sa voix dénuée de tout espoir, « ta position, ton ancienneté, tout est lié à moi. Quand je serai parti, je suis le directeur de l'exploitation, dit Mark faiblement. J'ai un contrat. » « Tu n'as rien, » claqua Michael. « Ton contrat est avec ma compagnie et elle vient de l'acheter. Tu es une redondance, Mark. Tu es le pari népotique. Tu es viré. » Mark regarda Sophia qui répondait maintenant avec élégance à une question du sénateur, l'air parfaitement à l'aise. Elle discutait d'analyse de la chaîne d'approvisionnement. Il l'avait appelée confortable. Il l'avait appelée ballast. Il lui avait dit qu'elle n'était pas ambitieuse, qu'elle le retenait loin de la stratosphère, et elle avait répondu en construisant sa propre fusée, le dépassant et éclipsant son soleil. Il était un imbécile. Il avait été un imbécile aveugle et arrogant. Il n'avait pas seulement divorcé de sa femme, il avait divorcé de l'architecte même de son succès. Il ne l'avait pas seulement laissé sans rien, il lui avait laissé la seule chose qui comptait. La colère, la détermination et l'intellect terrifiant
qu'il avait été trop stupide pour valoriser. « Je dois lui parler, » dit Mark, un nouveau plan désespéré se formant. Il pouvait s'excuser, il pouvait supplier, il pouvait... Il ne savait pas ce qu'il pouvait faire, mais il devait faire quelque chose. « Mark, non !» Chloé lui attrapa le bras, mais il était déjà en mouvement. Il bouscula son beau-père, sa femme en pleurs, et s'avança sur la piste. Il marcha directement vers le podium, ignorant les marches. « Sophia !» cria-t-il. La conversation sur scène s'arrêta. Le garde de sécurité se tendit. Sophia se retourna, son expression indéchiffrable. « Sophia, s'il te plaît, » dit Mark, sa voix craquant. Il était à 3 mètres de la scène, au milieu de l'espace vide et dégagé. « Nous devons parler. C'est une erreur. Ce que tu fais, tu détruis ma vie. » Sophia le regarda depuis la scène. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air ennuyée. Elle se pencha vers le microphone. Sa voix était calme, mais elle portait à travers toute la salle de bal silencieuse. « Je suis désolée, » dit-elle, son regard fixant le sien. « Qui êtes-vous » La question resta suspendue dans l'air, une lame parfaite, brillante et cruelle. « Qui êtes-vous » Mark se figea. Toute la pièce, les sénateurs, les PDG, les matriarches de la vieille richesse le fixaient. Il était un homme sans nom en smoking, criant à l'invité d'honneur. C'était un chahuteur, un moins que rien. Je suis Mark. Il bégaya les mots, les sentant épais et inutiles dans sa bouche. Je suis Mark Stafford, votre... Il ne pouvait pas dire votre ex-mari. Ce serait le dernier clou pathétique dans son cercueil. Sophia inclina la tête, un éclair de quelque chose qui n'était pas de la reconnaissance, mais une analyse froide dans ses yeux. « Monsieur Stafford. »« Ah oui !» Elle se tourna vers Marcus Harrison. Monsieur Stafford était le directeur de l'exploitation chez Reed Capital. « Était » étant le mot-clé. Le petit rire sombre de Harrison blessa Mark plus profondément que n'importe quelle insulte. « Madame Hayes. »« Sophia, s'il vous plaît » implora Mark, faisant un pas de plus. Le garde de sécurité à la mâchoire de granit était soudain à ses côtés, une main lourde sur son biceps. « Monsieur, je vais devoir vous demander de partir. »« Non, lâchez-moi !» Mark se débattit, sa dignité s'évaporant. « Sophia, c'est toi qui as fait ça. Tu as tout planifié. C'était une vengeance. » Il l'avait crié. Le mot « vengeance » résonna dans la vaste salle ornée de fresques. Sophia le regarda se débattre contre le garde, son expression inchangée. Elle le regardait comme elle regarderait un point de données défaillant sur un écran. « Vengeance, monsieur Stafford ?» demanda-t-elle, sa voix calme. Elle s'éloigna du podium et marcha jusqu'au bord du dais, le regardant. Le garde de sécurité marqua une pause, attendant son signal. « Vous vous flattez, » dit Sophia, sa voix n'étant plus amplifiée, destinée uniquement à lui, bien que les premiers rangs pussent entendre chaque mot. La vengeance est une réponse émotionnelle. Quel est le mot que vous utilisez comme désordonné? Ce n'était pas désordonné, c'était confortable. Elle utilisa son propre mot et ce fut comme un coup physique. Reed Capital était une vulnérabilité dans notre nouveau portefeuille logistique, continua-t-elle sur un ton conversationnel, comme si elle expliquait un simple problème de mathématiques à un enfant. Elle était surendettée et mal gérée. Votre algorithme, ou plutôt mon algorithme, celui que vous avez mal utilisé pendant 2 ans, était la seule chose qui la maintenait à flot. C'était un château de cartes et le vent arrivait. Je ne l'ai pas renversé, Mark. J'ai juste acheté le terrain sur lequel il était construit. Ma vie, mon travail. Votre travail, l'interrompit-elle, était un symptôme de la pourriture. Je ne me venge pas, Mark. Je résous des problèmes. Vous, Michael Reed, tout votre écosystème incertain et autosatisfait. Vous étiez un problème et maintenant vous êtes résolu. Elle fit un petit signe presque imperceptible au garde. Allons-y, monsieur. La prise du garde était de fer. Il commença à entraîner Mark non pas vers la grande sortie, mais vers une porte latérale, une entrée de service, la marche de la honte. Alors qu'il était traîné, Mark regarda en arrière.
Il vit Chloé, sa femme, son trophée. Elle ne le regardait pas. Elle était entourée de ses amis qui maintenaient une distance polie et horrifiée. Son père était au téléphone, lui tournant le dos, gesticulant sauvagement, son visage pourpre. Chloé était totalement seule. Elle regarda Mark, son expression non pas de soutien, mais de pure haine non diluée. Il l'avait déçu. Il lui avait fait perdre le royaume. Il fut à moitié traîné, à moitié poussé à travers la lourde porte en chêne. Elle claqua, et il se retrouva dans un couloir de service lumineux, carrelé de linoléum. L'odeur de désinfectant industriel et de côte de bœuf trop cuite lui remplit les narines. Il s'effondra contre le mur, l'adrénaline le quittant, remplacé par une angoisse froide et creuse. Ce n'était pas seulement le travail. C'était l'appartement qui était un bail d'entreprise. C'était la voiture, également d'entreprise. C'était l'adhésion au Country Club. C'était les lignes de crédit, toutes garanties par Reed Capital. Il avait construit toute son identité sur une fondation de sable, comme elle l'avait dit, et la marée venait d'arriver. Il repensa à ses derniers mots. « Je résous des problèmes ». Le rebondissement n'était pas qu'elle soit apparue. Le rebondissement n'était pas qu'elle soit avec un milliardaire. Le rebondissement était que cela n'avait jamais été à propos de lui. Il n'était pas l'antagoniste de son histoire. Il n'était même pas un personnage secondaire. Il était une ligne dans un rapport d'évaluation des risques. C'était une erreur d'arrondi qu'elle venait d'effacer. Il entendit une porte s'ouvrir au bout du couloir. C'était Chloé. Son visage était une ruine de mascara coulant et de rage. « Toi !» siffla-t-elle, marchant vers lui, ses diamants semblant bon marché sous la lumière fluorescente. « Chloé, écoute, on peut arranger ça. » Clac, sa main lourde des bagues qu'il lui avait achetées frappa son visage. « Et rangez ça, idiot! Imbécile absolu! Tu n'as pas seulement perdu ton travail. Tu as perdu mon argent, la compagnie de mon père, tout! Chloé, c'est mon ex-femme. Je peux lui parler. Je peux lui parler. Elle vient de t'humilier devant toute la ville. » Chloé criait maintenant, sa voix rauque. « Elle t'a regardé comme de la boue. Et elle avait raison. Tu n'es rien. Tu n'étais rien quand je t'ai trouvé, et tu n'es rien maintenant. Tu n'étais qu'un échange à la hausse, et c'était un mauvais échange. » Elle lui cracha les mots. Elle retira l'énorme bague en diamant de son doigt, celle dont il était si fier, et la jeta. La bague glissa sur le sol et disparut sous un évier de service. « Nos avocats vous contacteront, » dit-elle, imitant ses propres mots d'il y a 2 ans. « N'en faites pas un désordre. » Elle tourna les talons, ses clics furieux, et retourna au gala, le laissant seul dans le couloir. L'empreinte rouge de sa main brûlait sur sa joue. La lourde porte en chêne de la sortie de service claquait. Un son final et définitif qui sembla ponctuer la fin d'une ère entière. Pendant un instant, le faible écho hystérique du cri de Chloé resta suspendu dans l'air. Un contrepoint pathétique à l'élégance restaurée du quatuor à cordes. Sophia regarda la porte, son expression aussi placide et immobile qu'un lac profond. Elle enregistra l'événement. L'éclat rouge vif et laid de la misère humaine. Mais elle ne le ressentit pas. Cela ne la toucha pas. Ce fut une donnée traitée et écartée. Marcus Harrison se matérialisa à son coude, toujours aussi silencieux. Il ne tenait pas de champagne. Il tenait un seul grand verre d'eau pétillante avec un citron vert. Il savait qu'elle ne buvait jamais d'alcool quand elle travaillait. Et ce soir, par-dessus tout, c'était une nuit de travail. « Eh bien, dit-il, sa voix un murmure bas et sec qui perça le bavardage renouvelé de la fête. C'était théâtral. Il semble avoir un flair pour ça. Sophia accepta l'eau, ses doigts frais et fermes contre le verre. « Il l'a toujours eu, » répondit-elle, sa voix tout aussi calme. Il était sujet au drame. Il les prenait pour de la passion. C'était l'une de ses nombreuses inefficacités. « C'est le directeur de l'exploitation que vous avez mentionné dans le dossier d'acquisition ?» demanda Harrison, bien qu'il connût la réponse. « Le mari ?»
L'ex-mari? Corrigea Sophia, prenant une petite gorgée propre. L'eau était vive et froide. Et COO était un titre, pas une fonction. C'était un cadeau de son beau-père. Comment Mark appelait-il ça? Un bonus de signature pour le mariage. Harrison l'étudia, son regard perçant. C'était un homme qui lisait les gens comme elle lisait le code financier, cherchant les bugs, les vulnérabilités, les lignes de logique cachées. « Tu vas bien? » Sophia se tourna pour le regarder, et pour la première fois cette nuit-là, un petit sourire sincère apparut sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de triomphe ou de joie. C'était un sourire d'achèvement. « Marcus, dit-elle, au cours des 18 derniers mois, j'ai construit Cassandra, la transformant d'un modèle théorique en le moteur prédictif le plus puissant de la finance privée. Au cours des 3 derniers mois, j'ai orchestré une acquisition silencieuse de 9 milliards de dollars d'une entreprise qui était une pourriture systémique dans notre nouveau portefeuille logistique. Ce soir, j'ai prononcé un discours devant les personnes les plus puissantes de New York et, ce faisant, j'ai annoncé notre nouvelle domination du marché et fourni une clarté réglementaire sur une entreprise bâtie sur des mensonges. Je suis excellente. Bien. Il hocha la tête satisfait, parce que Michael Reed est actuellement dans le West Hall, essayant de faire arrêter le maire pour fraude boursière et espionnage industriel. Cette fois, Sophia rit. C'était un rire réel, discret, un son de véritable amusement intellectuel. Laissez-le faire. La seule fraude était ses 4 derniers rapports trimestriels qu'il a signés avec Mark. Mon équipe a signalé ces écarts il y a 6 mois. Nous avons transmis le fichier complet non édité à la Securities and Exchange Commission cet après-midi, horodaté exactement 1 heure avant la finalisation de l'acquisition. Je crois que le terme est « fournir une clarté réglementaire ». Cela garantit que toutes les parties sont tenues responsables. « Impitoyable, Madame Hayes, j'aime ça », dit Harrison, une rare étincelle d'approbation dans ses yeux. « Clarté, Monsieur Harrison, juste de la clarté, » répondit-elle. Elle avait dit à Mark que ce n'était pas de la vengeance, et ce n'était pas le cas. Pas de la manière chaude, émotionnelle et désordonnée qu'il comprenait. La vengeance était pour les gens qui souffraient encore. Elle ne souffrait pas. Elle était guérie. Ce qu'elle avait fait était l'équivalent financier d'un chirurgien enlevant une tumeur. La tumeur, dans ce cas, avait été son passé. Ce fut une excision nette, clinique et totale. Le fait que la tumeur ait crié en allant à l'incinérateur n'était qu'un effet secondaire malheureux, sinon entièrement insatisfaisant. Elle jeta un coup d'œil à la salle de bal. La fête était fragmentée. La façade élégante s'était fissurée. De petits groupes anxieux s'étaient formés, les têtes regroupées. Les gens étaient sur leur téléphone, leurs expressions allant du choc à la joie prédatrice. Les requins sentaient le sang. Et Reed Capital était là-bas. Où elle pouvait les voir, les vice-présidents des firmes rivales, les gestionnaires de fonds spéculatifs, tous calculant, planifiant comment picorer les restes de l'empire brisé de Michael Reed. Ils ne savaient pas, bien sûr, que Harrison Global n'avait pas seulement acheté la dette. Il avait acheté les actifs. Il n'y aurait plus de reste à picorer. Sophia, cependant, avait fini. Elle avait fait ce qu'elle était venue faire. « Marcus, si vous voulez bien m'excuser, dit-elle, posant son verre d'eau intact sur un plateau qui passait. Je crois que mon travail est terminé ici. J'ai un vol à 6 heures du matin pour Londres. Nous avons un conseil d'administration à informer sur la restructuration. Bien sûr, la voiture vous attend, dit-il. Il lui offrit son bras, non pas comme un geste romantique, mais comme un escorteur, un collègue et un égal. Ils marchèrent non pas vers la sortie de service, mais à travers le centre de la grande salle de bal. Le chemin se dégagea devant eux une fois de plus, mais cette fois ce n'était pas la ligne imposante de la sécurité. C'était une vague de pouvoir pur et absolu. La foule se sépara, une mer de soie et de diamants reculant devant leur présence. Les murmures étaient audibles. « C'est elle.
tel qui, mon Dieu, elle l'a vidé. Alors qu'ils atteignaient la grande entrée en marbre, Sophia marqua une pause d'une seconde. Elle regarda la pièce scintillante, les immenses lustres, la mère de visager arrogant, soudain effrayée. Elle se souvint de la première fois qu'elle était venue à un événement comme celui-ci, des années auparavant, au bras de Mark. Elle était terrifiée, portant une robe empruntée à une amie, serrant sa main. Il l'avait lâchée presque immédiatement, s'éloignant pour réseauter. « Reste là, Sophia », avait-il dit, un geste dismissif de la main. « Essaie de ne pas avoir l'air si impressionné. Les adultes parlent. » Elle avait passé cette nuit près de la table des canapés, se sentant comme une fraude, un accessoire confortable et inutile. Maintenant, elle voyait la pièce pour ce qu'elle était. Non pas un palais, mais un aquarium. Un petit écosystème autonome de prédateurs et de proies. Et elle n'était plus un petit poisson se faufilant nerveusement dans les herbes. Elle n'était même pas un requin. Elle était la personne qui possédait l'aquarium. Elle se retourna et sortit dans l'air frais de la nuit d'octobre. La Rolls-Royce noire l'attendait au trottoir, son moteur, une promesse silencieuse de puissance. Le chauffeur, le même que pour son arrivée, tint la porte. Elle s'installa sur le siège en cuir sur mesure, frais et solide, contre son dos. Alors que la lourde porte se refermait, la scellant dans un silence opulent, la voiture s'éloigna du trottoir, aussi douce qu'un soupir. Elle marqua une pause au coin, attendant que le feu change. Et à ce moment-là, elle regarda par la fenêtre. La porte de service qu'elle avait observée plus tôt s'ouvrit brusquement, et deux des gardes de sécurité du lieu, pas l'équipe de Harrison, poussèrent sans ménagement Mark sur le trottoir. Il trébucha, sa veste de smoking à 5000 $ de travers, une tache sombre de ce qui ressemblait à du vin renversé ou du café sur le devant. Sa cravate en soie était défaite, pendante. Son visage était un masque de ruine, pâle et moite sous l'éclat dur des lampadaires. Et sur sa joue gauche, une marque rouge vif était déjà en train de se former, l'empreinte de la main de Chloé, lourde des bagues qu'il lui avait achetées. Il leva les yeux, désespéré et désorienté, et ses yeux écarquillés d'une horreur naissante et sans fond, rencontrèrent les siens à travers la vitre teintée. Il la vit. Il vit la voiture. Il vit le chauffeur impassible. Il vit la femme assise à l'arrière, baignée dans la douce lumière brillante du tableau de bord, le regardant. Sophia ne détourna pas le regard. Elle ne railla pas. Elle ne sourit pas. Elle n'offrit ni pitié ni mépris. Elle se contenta de maintenir son regard, son expression d'une indifférence totale, finale et absolue. C'était le regard que l'on donne à une ligne de code qui a été déboguée et effacée. Un problème qui n'existait plus, une variable qui avait été neutralisée. Il était un fantôme. Il était lesté, jeté depuis longtemps. Le feu changea. La voiture, dans un murmure, glissa dans le fleuve de la circulation new-yorkaise. Mark Stafford, un homme qui avait échangé tout son avenir contre un trophée creux, était parti, disparaissant dans le passé indifférent de la ville où il appartenait. Sophia Hayes, PDG, pencha la tête en arrière contre le cuir souple. Elle ne regarda pas en arrière. Elle sortit sa tablette de sa mallette. L'écran s'alluma, illuminant son visage de sa lumière bleue froide. Elle ouvrit le dossier pour la réunion du conseil d'administration de Londres et commença à revoir la première diapositive de son plan de restructuration. Elle était maintenant dans la stratosphère et la vue était d'une clarté cristalline. On dit que le succès est la meilleure des vengeances, mais pour Sophia, ce n'était que du succès. Elle n'avait pas besoin de détruire le monde de Mark. Elle avait juste besoin de construire le sien si haut qu'il n'était plus visible. Elle avait pris la douleur de sa trahison et l'avait forgée en une arme d'ambition, prouvant que la personne qu'il appelait Ballast était en fait la seule chose qui lui donnait l'envol. Qu'avez-vous pensé du retour ultime de Sophia? Était-ce une vengeance froide et calculée, ou était-ce simplement le résultat inévitable de son génie libéré? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Si vous aimez cette histoire de drame et de transformation, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir un véritable coup de maître. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de la vie réelle chaque semaine. On se voit dans la prochaine.